Le football africain est à un tournant. Et cette fois, ce n'est pas qu'une rumeur. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple tournoi, on parle d'un changement d'air, d'un virage stratégique, d'un choix qui pourrait redessiner l'avenir du football africain. La conférence de Fouzi Lekja, que certains appellent encore Motsepe, n'était pas anodine. Derrière les sourires diplomatiques et les formules maîtrisées, il y avait un message clair. La Coupe d'Afrique change de dimension, c'est désormais acté. La Coupe d'Afrique des Nations ne sera plus un rendez-vous biennal. Le continent change de tempo. La CAN entre dans une nouvelle dimension, celle d'un cycle de 4 ans. Ce n'est pas une simple modification de calendrier, c'est un repositionnement stratégique. Un choix qui engage l'image, l'économie et l'ambition du football africain pour la prochaine décennie. Pendant longtemps, la CAN, tous les 2 ans, a été une fierté, une régularité, une célébration constante du talent africain. Mais cette fréquence avait un coût. Tous les 2 ans, en janvier, la même tension revenait. Les clubs européens crispés, les entraîneurs sur la défensive, les joueurs pris en étau entre loyauté nationale et obligations contractuelles. Chaque édition ressemblait à un bras de fer silencieux entre continents. Et sur le terrain, les organismes souffraient. Enchaîner une première moitié de saison intense en Europe, traverser le monde pour disputer une compétition exigeante sous pression, puis revenir directement dans le rythme infernal des championnats. Le risque de blessures augmentait mécaniquement. La fatigue s'accumulait et parfois la qualité de jeu en pâtissait. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème logistique, c'était une question de crédibilité. Une grande compétition tire sa puissance de sa rareté. La Coupe du Monde captive parce qu'elle se fait attendre. L'Euro fascine parce qu'il est rare. À force de revenir trop vite, la CAN risquait de banaliser l'exceptionnel. Passer à 4 ans, c'est rompre avec cette spirale. C'est dire la CAN mérite d'être un événement, pas une habitude. Un cycle quadriennal permet une meilleure préparation des sélections, une montée en puissance narrative, une génération entière qui mûrit avec un objectif clair en ligne de mire. On ne parle plus d'un tournoi qui arrive déjà. On parle d'un rendez-vous que l'on construit. Il y a aussi un enjeu d'infrastructure. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations exige des stades prêts, des transports modernisés, une logistique solide. 4 ans offrent un délai plus cohérent pour préparer une organisation ambitieuse et durable. Cela réduit l'improvisation, souvent pointée du doigt. Mais au-delà de la stratégie, il y a l'inspiration. Un cycle de 4 ans, c'est une promesse, c'est une attente qui nourrit le rêve. Un jeune joueur de 18 ans peut se projeter à 22, une sélection peut reconstruire un projet, un pays peut bâtir une ambition sur le long terme. Bien sûr, le débat existe. Certains regretteront la fréquence, l'adrénaline rapprochée, la fête plus régulière, mais le football moderne impose des réalités économiques et physiques qu'on ne peut plus ignorer. Cette réforme n'est pas un renoncement, c'est une adaptation. Et surtout, c'est une opportunité. Car en espaçant la CAN, on libère de l'espace pour structurer d'autres compétitions, renforcer les qualifications, créer de nouvelles dynamiques continentales. On ne réduit pas le football africain, on le réorganise. Le véritable enjeu n'est donc pas seulement le nombre d'années entre 2 éditions. La vraie question est celle-ci, que fera l'Afrique de ce nouveau temps ? Si ces 4 années deviennent un laboratoire de progression, d'organisation et d'exigence, alors ce choix sera visionnaire. Et peut-être qu'un jour, lorsque la CAN reviendra tous les 4 ans, elle ne sera plus seulement une grande compétition africaine. Elle sera un événement mondial que personne ne voudra manquer. Tous les 2 ans, dans l'intervalle laissé vacant par la nouvelle CAN quadriennale, une compétition inédite doit voir le jour, la Nation League africaine. Sur le papier, l'idée séduit immédiatement. Elle répond à une critique récurrente du football continental, le manque de confrontation régulière entre grandes nations en dehors de la Coupe d'Afrique. Fini, en théorie, les matchs amicaux montés à la dernière minute. Fini les affiches déséquilibrées sans véritable enjeu sportif. Place à des rencontres compétitives, structurées, avec quelque chose à jouer. L'objectif affiché est clair, élever le niveau, offrir des oppositions cohérentes, mettre les meilleures sélections face à des adversaires capables de les pousser dans leur retranchement. Mais comme souvent dans les grandes réformes, la promesse dépend du format. Et c'est là que le débat s'installe. Selon les premières orientations évoquées par la Confédération africaine de football, la compétition serait organisée par zone régionale. UNAF pour l'Afrique du Nord, zone Ouest A et B, Centre, Est, Sud, une structuration géographique qui, logiquement, facilite les déplacements et réduit les coûts. Sur le plan logistique, l'idée se défend. Sur le plan sportif,
Elle interroge, car l'essence même d'une Nation League moderne repose sur le mélange des forces, sur la confrontation des écoles, sur le choc des identités footballistiques. Ce qui fait vibrer, ce n'est pas seulement un derby régional, c'est l'inattendu, un Maroc-Sénégal, un Nigeria-Égypte, un Côte d'Ivoire-Algérie, des affiches qui racontent une histoire. Des styles qui s'opposent, la rigueur tactique face à la puissance athlétique, la maîtrise technique face à l'impact physique, c'est ce brassage qui fait progresser. En cloisonnant par région, le risque est clair. Reproduire un mini-tournoi régional tous les 2 ans. Multiplier les confrontations identiques. Installer une routine. Or, le football de haut niveau ne se nourrit pas de répétition. Il vit de surprises, d'adaptations, de découvertes. Affronter régulièrement les mêmes adversaires peut créer des rivalités, oui, mais cela peut aussi limiter l'exposition à d'autres réalités tactiques, à d'autres rythmes, à d'autres pressions. Une vraie Nations League devrait fonctionner par division, par niveau, indépendamment de la géographie. Les meilleures équipes regroupées dans une élite continentale, les autres réparties selon leur performance, avec promotion et relégation. Une hiérarchie dynamique, méritocratique. Ce modèle créerait de la tension permanente. Chaque point compterait, chaque campagne pourrait bouleverser l'équilibre. En choisissant une organisation strictement régionale, la CAF Governing Body semble privilégier la facilité structurelle à l'audace sportive. Mais rien n'est encore figé, car derrière les interrogations, une réalité demeure. Le besoin d'une compétition intermédiaire était réel. Les grandes nations africaines manquaient de rendez-vous compétitifs réguliers. Les supporters réclamaient des affiches de haut niveau hors CAN. La Nation League peut devenir ce laboratoire d'exigence, à condition qu'elle ne se contente pas d'être une extension géographique des tournois existants. L'Afrique n'a pas seulement besoin d'un nouveau calendrier, elle a besoin d'un format qui élève son football, et dans cette équation, le détail fera toute la différence. Le débat est déjà installé, et il divise, d'un côté, les optimistes, ceux qui voient dans cette réforme une bouffée d'air frais. C'est toujours mieux que des amicaux sans enjeu. Et ils n'ont pas tort, parce que pendant des années, le calendrier africain a souvent été rempli de rencontres sans saveur, des matchs programmés tardivement, des adversaires choisis par défaut, des tribunes à moitié pleines, une intensité relative. Difficile, dans ces conditions, de bâtir une culture de l'exigence. Une compétition officielle, même imparfaite, change la donne. Elle impose un cadre, elle crée une pression, elle oblige les sélectionneurs à penser performance plutôt qu'expérimentation permanente. Mais en face, les sceptiques ne manquent pas d'arguments. Pourquoi copier l'Europe sans en reprendre le meilleur format? Car en Europe, la UEFA Nations League n'est pas qu'un simple tournoi supplémentaire. Elle repose sur une architecture claire, des divisions hiérarchisées, des promotions, des relégations. Un système dynamique où chaque campagne peut bouleverser la carte des puissances. La logique est méritocratique. Tu performes, tu montes, tu échoues, tu descends. Cette structure crée une tension permanente. Même les nations dites moyennes ont un objectif concret, gravir les échelons. Et les grandes équipes, elles, n'ont pas le droit à l'erreur sous peine de perdre leur statut. En Afrique, pour l'instant, l'équation reste incomplète. Combien d'équipes dans l'élite? Y aura-t-il plusieurs divisions ou uniquement un découpage géographique? Comment seront déterminées les qualifications pour les phases finales? Les demi-finales opposeront-elles les vainqueurs de zone ou y aura-t-il un classement global? Et surtout, la question qui dépasse le simple cadre sportif, l'équité sera-t-elle garantie? Parce qu'une compétition mal calibrée peut créer des déséquilibres structurels. Certaines zones concentrent historiquement les nations les plus compétitives. D'autres sont en reconstruction. Si le format ne corrige pas ces écarts, il peut produire une illusion de compétition plutôt qu'un véritable choc des niveaux. L'enjeu est là. La future Nation League africaine ne doit pas être une simple vitrine. Elle doit être un outil de progression, un système transparent, des règles claires, une hiérarchie assumée. Le football africain a besoin de lisibilité, de cohérence, de crédibilité institutionnelle. Si le format est flou, les polémiques naîtront avant même le premier coup d'envoi. Et dans un continent où chaque décision est scrutée, analysée, contestée, la moindre zone d'ombre peut fragiliser l'ensemble du projet. La réforme est ambitieuse, mais l'ambition ne suffit pas. Il faudra de la précision, de la pédagogie et surtout une vision à long terme.
Parce qu'au final, la question n'est pas seulement de savoir si cette compétition remplacera avantageusement les amicaux. La vraie question est celle-ci. Peut-elle devenir un pilier durable du football africain? La réponse dépendra moins des slogans que du format choisi. Avec 54 fédérations membres de la Confédération africaine de football, l'équation est complexe. Répartir les équipes de manière équilibrée relève à la fois de la géographie, du niveau sportif et des réalités économiques. Certaines zones concentrent historiquement une majorité de sélections performantes, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, tandis que d'autres régions disposent d'un vivier compétitif plus irrégulier. L'option régionale présente des avantages évidents. Elle réduit les coûts de déplacement, limite la fatigue des joueurs et facilite l'organisation dans un contexte où les infrastructures et les budgets diffèrent fortement d'un pays à l'autre. Elle permet aussi d'assurer des rencontres plus équilibrées sur le papier, évitant des écarts trop importants entre certaines sélections. Mais cette approche pose une autre question, celle de l'ambition sportive. Une compétition essentiellement régionale offrirait-elle suffisamment de confrontations entre les nations les plus compétitives du continent? L'expérience internationale montre que l'exposition régulière à des adversaires de haut niveau accélère souvent la progression des équipes émergentes. Stop. En Europe, la UEFA a structuré la UEFA Nations League autour de divisions avec promotion et relégation afin d'encadrer la compétitivité et de clarifier les enjeux sportifs. Ce modèle repose sur un système hiérarchisé qui vise à concilier équilibre et confrontation. En Afrique, les modalités d'une éventuelle compétition similaire restent à préciser. Nombre d'équipes engagées, critères de répartition, système de qualification pour les phases finales. La question de l'équité sportive sera centrale, notamment dans un environnement où les écarts de moyens et de performance sont significatifs. Le débat dépasse donc le simple format. Il interroge la direction que souhaite prendre le football africain. Privilégier une organisation pragmatique et progressive ou encourager davantage de confrontations à l'échelle continentale pour stimuler le niveau global. À ce stade, les discussions se poursuivent et les arbitrages à venir seront déterminants pour la crédibilité et l'attractivité de la compétition. Impossible d'ignorer le contexte. Entre polémiques arbitrales, décisions controversées et tensions institutionnelles, le climat est électrique. La frustration est réelle, le sentiment d'injustice aussi. Mais au-delà des débats, une chose reste intacte, l'ambition. L'ambition de gagner, l'ambition de dominer, l'ambition de faire évoluer le continent. Dans l'ombre de ces annonces, la Coupe d'Afrique des Nations féminines approche, organisée au Maroc dans un contexte tendu, avec des nations comme la Zambie, l'Afrique du Sud ou le Nigeria en embuscade. Le défi est immense, la pression encore plus. Mais là aussi, c'est une question d'image, de leadership continental, révolution ou rendez-vous manqué. La réponse dépendra moins du slogan que de l'architecture. La future Nations League africaine, portée par la Confédération africaine de football, peut constituer un tournant structurant pour le calendrier international du continent. Elle peut aussi s'ajouter à la liste des réformes inachevées. Sur le principe, l'idée répond à une logique moderne. Réduire les matchs amicaux sans enjeu, créer une compétition régulière, offrir de la visibilité aux sélections nationales et aux diffuseurs. Le précédent européen avec la UEFA Nations League, mise en place par la UEFA, a montré qu'un tournoi bien structuré pouvait transformer des dates FIFA autrefois anodines en rendez-vous compétitifs. Mais tout repose sur le format final. Combien de divisions? Quels critères de classement initial? Promotion et relégations automatiques ou ajustements politiques? Les réponses à ces questions détermineront la crédibilité du projet. La transparence sera un autre facteur clé. Dans un environnement où les décisions institutionnelles sont régulièrement scrutées, la clarté des règlements et des mécanismes de qualification sera essentielle pour éviter toute contestation. Enfin, il y a la question du courage politique. Mettre en place un système réellement méritocratique suppose d'accepter que certaines grandes nations puissent être reléguées et que d'autres émergent durablement. Cela implique une gouvernance ferme et assumée. Le football africain n'a pas seulement besoin d'un nouveau trophée. Il a besoin d'une vision cohérente, alignée sur le développement sportif, économique et médiatique du continent. Les prochaines années seront déterminantes. Si le projet est structuré avec rigueur, il pourrait redéfinir les équilibres régionaux et renforcer la compétitivité globale. Dans le cas contraire, il risque de rester une réforme parmi d'autres. Une chose paraît acquise, le débat ne fait que commencer et les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences durables sur l'organisation du football africain.